Alors, on va voir aujourd'hui les SSRF, ce qu'on appelle les Server-Side Request Forgery Vulnerability. Ok, donc ça se passe côté serveur. Donc ça, on s'en fout, c'est mon buffer overflow, on n'en a pas besoin, casse-toi. Et on va se prendre le cours tranquillement. Hmm. Donc, c'est quoi une SSRF? Donc, encore une fois, on va survoler le sujet, aller creuser, mais c'est vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Donc, dans cette salle, on va se concentrer sur la compréhension détaillée, ce qui est une falsification de demande côté serveur, ok? Ce qu'on appelle une SSRF, ainsi que la façon dont on peut découvrir si un site web est vulnérable, en fait, à une forme de SSRF, et comment l'attaquant peut l'exploiter à son avantage. Donc en termes plus simples, c'est une vulnérabilité dans les applications web, ok? Toujours, par laquelle un attaquant peut effectuer d'autres requêtes HTTP via le serveur. Un attaquant peut utiliser cette vulnérabilité pour communiquer avec tout service interne du réseau du serveur qui est généralement protégé par des pare-feux. Donc vous commencez à comprendre l'utilité de cette attaque. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il a un serveur, une application web qui est vulnérable, ok? Port 80, HTTP. Là, on a le pare-feu, hein? L'attaqueur, il peut voir le site web. Pourquoi? Parce que le pare-feu autorise le HTTP et le HTTPS sur le port 80 et 443. Par contre, on a un serveur GitLab et on a une base de données Postgres. Ça, par contre, en théorie, eh ben, l'attaquant, lui, ne peut que taper sur l'application web. Mais comme elle est vulnérable, il va pouvoir abuser de ça. OK? Et comme, eh ben, qu'est-ce que fait le serveur web? Il communique à la fois avec la base de données et le serveur interne, GitLab. Eh ben, ça veut dire que l'attaquant va pouvoir attaquer également ces deux composantes qui sont rattachées à notre application web vulnérable. OK? Donc si on se concentre sur le diagramme ci-dessus, dans un cas normal, l'attaquant ne pourrait que visiter le site web et voir les données du site. Le serveur exécutant le site web est autorisé à communiquer avec la base de données interne GitLab et Postgres, mais l'utilisateur ne peut pas, car le pare-feu au milieu autorise uniquement l'accès sur les ports 80 et 443. Cependant, la SSRF donnerait à un attaquant le pouvoir de se connecter à Postgres et de voir ses données en se connectant d'abord au serveur du site web, puis en l'utilisant pour se connecter à la base de données. Postgres penserait que c'est le site web qui lui demande les informations, mais en réalité, vous l'avez bien compris, c'est l'attaquant qui utilise une vulnérabilité SSRF dans le site web pour obtenir les données de la base de données. Donc ce processus serait généralement quelque chose qui se passerait comme ceci. Un attaquant trouve une faille SSRF dans un site web. Le pare-feu autorise toutes les demandes sur le site web. L'attaquant exploite donc la faille en forçant le serveur web à demander des données à la base de données qu'il renvoie ensuite à l'attaquant. Ok? Donc la base de données, elle répond au serveur web qui lui renvoie les données à l'attaquant. Étant donné que la demande provient du serveur web plutôt que directement de l'attaquant, le pare-feu permet cela en fait, hein. Et donc, ça passe, on contourne, on fait un bypass au niveau du firewall. Ok? Donc, ça c'est fait. La machine est démarrée. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ok. Ouais, vas-y, désactiver, toi tu commences à me saouler. Tu peux pas être connecté, bah attends.
Donc, faut que je trouve le. Hmm, comme ça. Ouais, putain, il veut pas d'avoir fait. Oh, le mec, le jambon, quoi. Ok. Donc, ça dit quoi? 22, 5000, 8000. Hmm. Ok. Donc, on arrive sur la mer. Reprenons le cours maintenant. On est connecté. Ça dit quoi? Donc, on a vu un petit peu ce que c'était une SSRF, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qui provoque en fait, hein, cette vulnérabilité et malheureusement quelles sont les erreurs que les développeurs introduisent, hein, volontairement ou pas, dans un site web et qui rendent l'application web qui tourne sur le site web sensible à une SSRF. Donc, la principale cause de la vulnérabilité, c'est la confiance aveugle d'un utilisateur. Ok? Un utilisateur sera invité à saisir une URL ou peut-être une adresse IP et l'application web utilisera ce qui est rentré dans le champ, ok, l'input, pour faire la demande. Et le problème, c'est encore une fois, c'est quand l'entrée n'a pas été correctement vérifiée, filtrée. Ok? Donc on va regarder le code vulnérable, c'est du PHP. Et supposons qu'il existe une application qui prend l'URL d'une image que la page web ensuite affiche pour nous. Ça ressemblerait à quoi? Ah bah ce snippet, ok, on ouvre notre code, on fait une boucle if set, on vérifie si la variable est définie, on la déclare, elle s'appelle URL, ok, on fait un get dessus, on récupère les données, on déclare une autre variable qui s'appelle l'image, on va l'ouvrir, ok, via notre RB, donc read binary, on va demander d'exécuter le binaire en mode lecture, le header, on lui met quoi? Bah, on lui met le bon mime, M-I-M-E. Et là, en l'occurrence, c'est quoi? Bah, si c'est une image, ça fait partie d'image slash. Et là, en l'occurrence, ça sera l'extension PNG. Et après, on fait un pass-through sur l'image. OK? Donc, ça c'est moi, expliqué par moi, expliqué par eux, ça donne quoi? Il s'agit d'un simple code PHP qui vérifie s'il y a des informations qui sont envoyées dans un paramètre URL, puis sans effectuer aucune vérification, le code fait simplement une requête à l'URL soumise par l'utilisateur. Les attaquants ont essentiellement un contrôle total de l'URL et peuvent envoyer des requêtes GET arbitraires à n'importe quel site web sur Internet via le serveur, ainsi qu'accéder aux ressources du serveur lui-même. Voyons l'exemple en Python. Donc, from Flask, import Flask request render template redirect, demande d'importation, donc un request, from request, là on insère les modules, les librairies, on les appelle dans notre code Python. Ok. Ensuite app, flacon, jet de sérieux d'autre, on va repasser en, voilà. Ça va être Flask plus un nom d'application. Vous pouvez mettre Toto, Titi, Tata, ce que vous voulez. Ensuite, on lui dit, bah, tu sais quoi, à partir de la racine, on va définir, ok, notre fonction qui s'appelle start. Elle prend quoi? Elle prend URL, ok, et on fait un request argument gate, hein, par ID. Ensuite, on récupère l'URL, nouvelle variable R, avec un timeout qui est égal à 2000, et return, on affiche le résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On rend le template, le modèle, via l'index HTML, et ça nous affiche
le résultat. OK? Donc, name, c'est le nom de notre application, app. OK? Donc, si l'application est égale à notre main, et ben dans ce cas-là, tu vas exécuter le lost, ok? Tu vas lui donner cette adresse, en fait, définir sur le hostname. Donc l'exemple ci-dessus montre une très petite application Flask, hein. Elle prend la valeur du paramètre Earl, ok? Ensuite, elle fait une demande à l'URL qui est donnée et montre le contenu de cette URL à l'utilisateur. Et encore une fois, nous voyons qu'il n'y a pas de nettoyage ou de contrôle d'aucune sorte effectué sur l'entrée de l'utilisateur. C'est pourquoi vous devez toujours essayer autant de charges utiles différentes que possible lors d'un test sur une application web, un web pen testing. Ok? Donc en parlant de charges utiles, dans la tâche suivante, on verra quel type de charges utiles sont utilisées pour faire une SSRF. Donc, les charges utiles. Donc nous allons maintenant apprendre quel type de charge utile est utilisé pour exploiter la vulnérabilité. Donc on va se connecter sur le port 5000 comme on l'a vu. J'aurais dû avancer, j'aurais pas eu besoin de mon Nmap, mais on va voir les charges utiles de base. Ok? Donc au départ, on va rechercher l'adresse IP du localhost. Du hôte local, c'est la 127.0.0.1 avec n'importe quel port pour voir si le port exécute un service. Supposons que nous voulions vérifier si le serveur a une base de données qui est cachée. Eh ben, on va chercher sur le 3306. Pourquoi 3306? C'est MySQLDB, ok? Donc s'il n'y a aucune base de données en cours d'exécution, on obtiendra probablement une réponse positive. Donc on va tester, ok, sur le 3306. This error schema is not valid. Donc là, visiblement, on n'a pas le port ouvert, puisque sinon, bah, on y arriverait. On peut essayer. Donc là, on voit qu'en effet, elle répond. Contrairement à ce que j'ai dit, si ça répond, bah oui, la cible est joignable. Donc il y a bien une base de données qui tourne. Donc ça, c'est cool. Ça nous donne l'indication que le port 3306 est ouvert. De la même manière, on aurait pu utiliser localhost ou 00 à la place. Hein, on est d'accord, hein. C'est exactement la même chose, hein. Vous le savez. Donc, je peux mettre localhost, ça marche aussi. Ok? Et je peux mettre aussi 0, 0, 0, 0, parce que 0, 0, 0, c'est comme 127, 0, 0, 1, c'est comme localhost. Et c'est quoi? Bah, c'est le localhost. OK? Donc, on a trois façons de l'écrire. Ça, je pense que vous devriez être à l'aise maintenant. Donc, on voit que on arrive, ça craint, on arrive à pinguer euh, la base de données en passant par le serveur, par un simple champ. OK? Donc, on voit clairement que l'entrée n'est pas filtrée, elle n'est pas sanitized, comme on dit en anglais. Et bah, voilà. Du coup, c'est notre vecteur d'attaque. Maintenant, on va voir des payloads avancés. Donc, il est maintenant très possible qu'une sorte de nettoyage quand même soit appliqué à l'entrée. Donc, le système peut détecter des chaînes comme localhost et arrêter la requête, hein. Généralement, c'est ce qu'on essaie de faire pour pas permettre ce genre de choses. Donc il est bon, là c'est pas le cas, mais il est bon d'apprendre à contourner en fait ce genre de restrictions. La première façon d'essayer, c'est la version IPv6 de localhost, ok? Donc on va tester en IPv6, ok? HTTP, tac tac, et tac tac c'est quoi? Ça c'est localhost, ok?
La page de base avec laquelle nous avons déjà travaillé n'a pas de filtre, comme je vous le disais. Et pour utiliser ces charges utiles avancées, on va aller dans Advanced. Ok, allons dans Advanced. Qu'est-ce que je fais? Localhost? Ok. Donc, on voit qu'en passant par l'IPv6, on arrive à contourner le filtre qui est appliqué. Et c'est appliqué sur quoi? Sur la chaîne de caractères, sur les strings. Ok? Il nous refuse localhost 127.0.0.1. Par contre, quand on passe en IPv6, et ça, c'est le localhost. L'autre local en IPv6, on voit que ça passe crème. Ok? Et si on retente notre payload classique, hein, il nous bloque. Pourquoi? Parce qu'il y a le filtre. Là ça passera pas. Pourquoi là ça passe? Mais je suis pas dans le bon truc. Pourquoi il met HTTPS tout le temps? C'est en train de me casser les pieds, ça. Pourquoi 1825? Ok, donc on reprend 400, filtre actif. Je reviens, je contourne, ça devient IPv6. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai mis un point. Ah si, ça devrait passer, pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça passe pas? Donc, comme prévu, c'est parce qu'il y a des vérifications SSRF en place, mais il est pas toujours possible de les contourner. Ok? Là, moi je teste ce que j'ai fait et malheureusement il me dit la cible n'est pas joignable. Donc lorsque cela se produit, cela peut être le résultat de la façon dont le framework en fait gère les entrées dans l'application. S'il s'agissait d'une application PHP, ok, mais ça fonctionnerait aussi avec du Flask, du Django, eh ben, ça pourrait interpréter des charges utiles différemment. Si on échoue à une charge utile, on essaye d'autre chose. Ok, on va essayer de faire des bypass. Ok, donc comment on peut tester? Ben, on va tester ça, voir si on peut contourner. Hop, plus de crochet. Comment elle réagit l'application là? Ah, là on arrive à contourner le filtre. Donc, vous voyez que la syntaxe, on a retiré nos crochets. Supprimer les crochets, là, ça passe. Ok? Donc,
On voit comment on peut contourner, on commencer à bidouiller, passer de l'IPv4 à l'IPv6, toujours garder notre localhost, et si jamais il y a un problème de syntaxe, eh ben on peut jouer hein, sur nos crochets. Ok. C'est possible également que la charge utile en IPv6 soit également détectée. Dans ce cas, ce que nous faisons généralement, c'est qu'on va encoder, on va offusquer notre adresse IP, soit au format décimal, soit au format hexadécimal. Ok? Donc 127.0.0.1, ça peut être remplacé par leurs équivalents. On a un équivalent décimal, hexadécimal. Ok? Donc la version décimale du localhost, ça serait 2.1.3.0.6.4.3.3. Ok. Si je prends ça, je lui demande de coder. Oh, j'ai plus mon Hacking Tools. J'ai plus mon Hacking Tools. Ça, c'est pas bien ça. GitHub. De réinstaller CVM. Après, on oublie tous les trucs qu'on avait avant. Alors, c'est le LASK. Ok, parfait. Moi, je suis en Firefox. Et... Vas-y, petit. Installe-toi, tu seras gentil. Merci. Parfait. Donc, si je dois convertir hexadécimal encodeur. Ok, j'ai pas un décimal. Oh, je pensais qu'il existait. Ok, autant pour moi. Bon, déjà, on va tester en hexadécimal. On voit que ça donne ça. Ok, c'est ce qu'ils nous disent là. Hmm. Donc, on va se récupérer ce petit script. Ok, D, je mets 127.0.0.1. Ok, 2, 1, 3. Ok, on recommence. Je lui demande en X. Ok, donc on voit bien. En effet, les deux résultats qui sont bien présents ici. Ok. La lecture de fichiers. Donc l'analyse de port n'est pas la seule chose qu'on peut faire en fait, hein. On peut également lire des fichiers à partir du serveur, mais seulement si on utilise le bon schéma approprié, c'est-à-dire une requête HTTP. Donc on va commencer par HTTP de la même manière que si on démarrait une URL avec un file qui permet de pointer vers un fichier. Ok. Donc, par exemple, un simple fichier CSRF qui lirait, qui serait une charge utile avec file etc passvd, permettrait de lire etc passvd, bien sûr, sur une machine Linux. Donc, pour voir cela, on va tester le file SSRF. Alors, allons sur notre machine. Cette fois-ci. Ok. Donc, si on revient, on a un autre formulaire qui est assez similaire, ok, mais la différence c'est que on voit que cette fois-ci c'est plus une URL, mais c'est une file qu'on va pouvoir tester, ok. Donc là je vais lui dire quoi? Ben, je vais lui dire file pas autorisé, pas de chance. Si je teste avec 3, ça fait quoi? 1, 2, 3, etc, passe VD. Là ça passe, ok. Donc attention à la syntaxe. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben,
Encore une fois, on y accède. Falcon Fist tout en bas, 1001, utilisateur Falcon, 1000 et notre ami Root, le reste, ce sont des démons, des comptes de service. Ok, donc ça c'est intéressant. Hein, n'oubliez pas qu'il est peu probable que nous soyons capables de lire les fichiers d'un utilisateur à privilège élevé, tel que Root. Ok, donc on peut essayer, et on va essayer de se charger Shadow, naturellement. File, 1, 2, 3, etc, Shadow. Et là, malheureusement, on n'est pas autorisé. Donc, il existe de nombreux autres types de charges utiles qui peuvent être utilisés, tels que le codage d'URL, double codage d'URL, l'utilisation de schémas tels que dict, etc., etc., etc. Donc, on peut tester quelques-unes, on va voir. On va se faire du double encodage. Ok, file, file. Alors, est-ce qu'on peut essayer de feinter avec ça, par exemple? Ça valide, ça valide. Là, on n'arrive pas à le feinter pour l'instant.